Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Displate est un site internet de posters magnétiques qui rassemble vos passions et s'en inspire. Leur catalogue propose à la fois des designs de marque, mais aussi des designs artistiques dans tous les domaines possibles, comme les jeux vidéo, le sport, les animaux, le cinéma, mais aussi les mangas et les animés. En tout, il y a plus d'1 million de designs disponibles pour satisfaire tous les goûts. De plus, les posters disposent d'un système aimanté qui facilite énormément leur installation. Waouh, trop stylé! Il te suffit de coller 2 aimants sur le mur à l'endroit où tu souhaites installer ton poster et le tour est joué. Fini les posters d'animés avec des images Google imprimées. Grâce à ça, Displate est la meilleure alternative aux impressions standards sur toile ou papier. Les posters disponibles sur Displate sont également tous imprimés en Europe et permettent donc un délai de livraison très rapide prévu de 4 à 5 jours ouvrables. Alors clique dès maintenant sur le lien en description et profite de réductions exceptionnelles sur tes Displate, de 20% pour 1 ou 2 posters achetés et de 30% à partir de 3 posters achetés. T'es là, tu rentres tranquillement chez toi après une dure journée de taf, je rigole, t'es un chômeur. Tu lances ton épisode d'animé préféré et alors que tu te régales devant une histoire complexe, intéressante et innovante, d'un coup d'un seul, une meuf trébuche et se retrouve nue en 260p sur ton écran HP que t'as eu moitié pris au Leclerc du coin. Tu coupes alors instantanément ton épisode, rempli de rage, et tu pars sur Twitter faire part à tes 34 abonnés de ton mécontentement envers le fanservice. Ensuite, t'ouvres YouTube, tu vois la notif et tu lances cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi tu es un turbo con. Ok, on la refait. C'est quoi le fanservice? Le fanservice, c'est le fait de rendre service aux fans. Comment ça s'articule? Bon, pour les plus gros golems parmi vous, c'est surtout à travers la sexualité. Enfin, plutôt la nudité, parce qu'il y a une petite nuance quand même entre les deux. La plupart d'entre vous, dès que vous voyez un bout de peau dans vos animés, vous commencez à avoir des pustules sur le corps, vos yeux deviennent rouges et vous crachez du sang. Alors qu'on peut tout à fait montrer des gens à moitié ou totalement à poil, voire même des gens en train de baiser de façon plus ou moins explicite, sans que ce soit du fanservice. Mais comment est-ce possible, me demanderez-vous? Bah parce que ces scènes développent les personnages impliqués et leurs relations entre eux, etc. Vous êtes cons quoi là? Il faut réfléchir un peu. Le fanservice a différentes formes, un peu comme Goku. Sa forme la plus connue, c'est les persos féminins qui se retrouvent à poil sans trop de raison, alors que le thème, le genre de l'histoire dans laquelle évoluent les personnages, ne justifie pas forcément ce genre de séquence. Parce que oui, un ecchi ou un hentai, ce n'est pas du fanservice. C'est le principe même du genre de montrer du cul, des bites et des seins. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi cette vidéo est sponsorisée. Et si la majorité d'entre vous pense que le fanservice se développe essentiellement autour de la nudité à coups de bitch épisodes ou de plans serrés sur des gros fiacos, eh bien ce n'est évidemment pas le cas. Le principe du plot armor, c'est une forme de fanservice. Alors le plot armor, c'est le fait de donner une sorte d'invincibilité scénaristique à un personnage, dû à son importance au niveau de l'histoire. Par exemple, Demon Slayer, à tout hasard. Le casting principal composé d'Inosuke, Tanjiro et Zenitsu porte tous les trois, bon avec Nezuko un peu aussi, une plot armor. Il ne peut rien leur arriver car leur place au sein de l'intrigue est trop importante. Il peut évidemment y avoir des exceptions, mais je vous résume en gros le principe. Après on peut avoir des scènes de nudité, de sexe, ou encore un personnage portant une plot armor sans que ce soit du fanservice. C'est normal dans une histoire par exemple que le protagoniste survive, défie la plupart des péripéties auxquelles il fait face. C'est normal aussi de développer la relation d'un couple à travers des scènes de sexe où l'on peut voir des corps plus ou moins dénudés. S'il y a un contexte logique et rationnel par rapport à l'histoire, il n'y a pas de raison d'appeler cela du fanservice. Quand bien même la raison peut vous sembler bancale. Par exemple la scène où Gojo prend les mensurations de Marine dans My Dress Up Darling, ça a pas convaincu tout le monde. Mais au sein de son histoire, ça fait le taf. Les suites slash remake et spin-off de saga culte peuvent aussi s'apparenter à du fanservice. Ces projets ont-ils vraiment une place, une nécessité à étoffer une saga, un univers ayant déjà connu une conclusion? Naruto peut-il se passer de Boruto? Evangelion peut-il exister sans les rebuilds? Dragon Ball Super apporte-t-il concrètement une plus-value sur les thèmes que l'œuvre originale a déjà abordés? Ce sont des vraies questions que je pose, parce que hormis Evangelion où j'ai déjà ma petite idée personnelle, pour les autres, je me pose réellement la question, produit de consommation pour satisfaire les fans, ou vraie histoire pourvue d'un propos intéressant et enrichissant pour la franchise originale? Ouais, je pose beaucoup de questions sans réponse. Pour Evangelion et Fullmetal Alchemist par exemple, qui sont des remakes, on peut trouver une justification sur le changement de l'histoire, qui apporte réellement quelque chose de nouveau par rapport à son homologue original. Pour Evangelion, c'est le changement des péripéties pour apporter une nouvelle conclusion aux fans de la première heure, et pour Fullmetal Alchemist Brotherhood, c'est de recoller au manga là où la première adaptation animée a eu une histoire complètement originale. La première adaptation animée ayant rattrapé la publication des chapitres du manga à l'époque de sa diffusion, il a fallu que le studio d'animation brode une nouvelle histoire à partir des débuts
début du manga. Mais bon, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est de la merde ce genre de truc. Genre Buddy Story de Chainsaw Man, hein, je prends cet exemple parce que je suis un putain de fan de Chainsaw Man. Bon, qu'est-ce que j'en ai à battre personnellement? Sérieusement, c'est même pas écrit par l'auteur. Ah, vous aurez pas ma thune, bande de merde. Enfin, pour se satisfaire, les fans peuvent souvent compter sur eux-mêmes. Poster des extraits d'animes en ligne en changeant les OST, proposer des fins alternatives, des fanfictions, etc. Bah, les premiers à rendre les lubies des fans réalité, bah, ce sont les fans directement. Souvent dans un élan de colère suite à des choix artistiques qu'ils jugent mauvais ou inadéquats. Tant que c'est fait dans le respect, y a pas de souci, mais il y en a qui se sentent pousser des ailes et qui se réapproprient des œuvres comme s'ils les avaient mieux comprises que leur propre auteur. Mais alors, après avoir vu les différentes formes de fanservice, la question qu'on peut se poser maintenant c'est: est-ce que le fanservice c'est vraiment une mauvaise chose? Est-ce que ça dessert tout le temps l'œuvre en question? Bon, en prenant en compte qu'on ne pourra jamais vraiment savoir à 100% si telle ou telle scène est véritablement du fanservice, à moins de demander à l'auteur et qu'il nous réponde franchement dans la plus grande transparence possible, le fanservice ça reste quelque chose de subjectif, même s'il y a des trucs plus ou moins évidents bien sûr. Les auteurs sont bien au fait des attentes de leurs fans, encore plus à notre époque, avec la présence des artistes sur les réseaux sociaux et les milliers de commentaires qui peuvent apparaître sous leurs posts personnels, ils savent pertinemment l'avis et ce que pensent les fans de leurs travaux. Faut pas croire, mais il y en a même qui stéma des théories sur YouTube. Par exemple, Horikoshi, il faisait clairement référence à ça dans un de ses chapitres de My Hero Academia, avec le mec son thé là. Ah, j'ai oublié son nom. Mais est-ce que vouloir satisfaire les fans, ça veut forcément dire que c'est une mauvaise idée? De mon point de vue, je dirais que tant que cela ne prend pas le pas sur les intentions personnelles d'un auteur par rapport à son histoire, je vois pas vraiment de souci. Mais si ça devient récurrent, l'œuvre que l'on suit peut s'enfermer dans cette facilité et ne plus rien raconter. Une œuvre doit être positionnée, son auteur doit assumer ses choix en nous racontant de la manière qu'il veut son histoire, en abordant et en traitant les thématiques et les sujets qu'il souhaite. Mais comme je le disais plus tôt, avec la proximité qu'ont à présent les artistes et leur audience, il est parfois vraiment compliqué pour un auteur de faire certains choix scénaristiques, en sachant pertinemment qu'ils seront impopulaires auprès de leur public. Faire mourir un personnage dans une œuvre, par exemple, c'est un choix cornélien pour un auteur, surtout s'il accompagne le public depuis un certain temps. Les menaces de mort et la pression qu'ont les auteurs est réelle et peut entraîner de leur part un changement de direction concernant leur intrigue, une autocensure. Fujimoto aborde très bien ce mal-être dans Look Back. Faut se rappeler qu'à la base, les artistes, ce sont des personnes qui nous offrent des histoires. Ils ne nous doivent rien sous prétexte qu'on apprécie et supporte leur travail. Le fanservice, c'est parfois une épée de Damoclès immense pour des artistes, et en tant que fan, on a une responsabilité d'accepter les choix des auteurs à l'origine des histoires que l'on suit. Même si des fois ça peut être dur. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté toute critique et applaudir bêtement un artiste alors qu'au fond sa conclusion ne nous a pas convaincus. Bon, là j'avoue, j'abuse, c'est évidemment du respect parce que Isayama venait de dire à la salle qu'il était pas bien depuis la fin de son manga suite à la déception de certains de ses fans. Forcément ils allaient pas tous lui faire des gigafucks devant ses yeux. En tant que fan, il faut savoir ne pas franchir la ligne rouge qui définit la frontière entre un artiste et son public. Ces gens ne sont pas nos amis, notre famille, ils ne nous doivent rien. Personne vous met la pression pour acquérir un manga, et y a pas de mention comme quoi l'auteur s'engage à répondre à vos attentes dès lors que vous achetez son histoire. Une œuvre dont ne nous sommes pas les créateurs ne nous appartiendra jamais. Jamais. On peut apprécier, on peut critiquer, mais exiger, c'est rarement une bonne idée. Je broie la langue de Molière. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Au final, nous, en tant que fans, en prenant ce genre de position hystérique, à travers les choix que va faire ou non un auteur sur son manga, on les pousse à se renfermer dans des facilités pour nous convenir, nous satisfaire. Et c'est là le piège dans lequel il faut pas tomber. Il faut laisser la liberté aux artistes. De toute façon, une œuvre ne pourra jamais pleinement nous satisfaire. Il y aura forcément des points, des choses sur lesquelles on aura des trucs à redire. Mais c'est pas grave. Une œuvre a pas besoin d'être parfaite sur tous les points pour l'apprécier. Bref, tout ça pour dire, le fanservice c'est sympa, mais quand il y en a trop, c'est... stop. J'ai pas trouvé de rime. Mais pas trop de fanservice. Ici, on aime les formes féminines, mais doucement quand même. Par là, vous les mangaka, entendez mon appel. Entendez mon ouais, bon allez, c'était le Watcher, on s'abonne, on like, on commente. Tu connais la chanson. Fanservice, tous responsables.